Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Seuls les enfants changent le monde. C'est le titre du dernier essai de Jean Birnbaum, grand intellectuel français, qui m'a accueilli dans les bureaux du journal Le Monde pour parler du pouvoir subversif des enfants, de leur capacité à remettre en cause l'ordre établi, avec un simple regard. Quand j'ai découvert cet ouvrage, ce titre surtout, je n'ai pas pu le quitter jusqu'à la dernière ligne. J'ai adoré la façon dont Jean décrit cette expérience banale que de côtoyer un bébé ou un enfant, qui pourtant, presque unanimement, nous plonge dans l'émerveillement. Les penseurs philosophiques se sont très peu emparés du sujet de la naissance et de l'enfance. Pour moi, valoriser l'enfance, c'est remettre en avant le pouvoir insoupçonné des enfants, ce qui m'anime chaque jour. Et aujourd'hui, grâce à Jean, cette mission me semble encore plus essentielle à poursuivre. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jean. Bonjour Stéphanie. Nous sommes aujourd'hui dans les bureaux du Monde. Vous dirigez le Monde des livres et vous êtes l'auteur de plusieurs essais, dont le dernier « Seuls les enfants changent le monde » qui m'a profondément bouleversée. Avec votre langue presque poétique, vous arrivez à transmettre cette expérience Tout est dans le inouïe presque. qu'est de devenir parent. Vous dites notamment qu'il n'y a pas d'espérance sans enfance. Pourquoi ? Je sais pas. Franchement, ça relève presque d'une forme de foi. D'ailleurs, j'utilise le mot à la fin. Finalement, on pourrait dire de façon très banale que bien sûr l'enfant est le plus grand, le plus haut, le plus beau porteur d'espérance, qu'évidemment il n'y a pas d'avenir sans enfant, il n'y a pas de promesse politique qui ne soit pas une promesse faite aux enfants, et tout ce que je développe dans le livre sur l'enfant, tant qu'il vous bouleverse, tous ses effets sensibles, intellectuels, politiques, tout ce qui fait que tous les discours que vous pouviez avoir sur le désir d'enfant, le non-désir d'enfant, etc., tout s'effondre à l'instant où cet être énigmatique vous propulse dans un territoire où toutes les certitudes s'écroulent et où tous les espoirs sont permis. Donc on retrouve la question de l'espérance. Mais quelque part, tout le livre est une enquête sur pourquoi, pour moi, effectivement, à mes yeux, il relève presque d'une évidence, un peu cucul à praline, et en même temps d'une certitude solide que oui, le plus haut porteur d'espérance, c'est l'enfant, et qu'il n'y a pas d'espérance sans enfance. Alors je l'argumente avec des auteurs qui me tiennent à cœur, qui étaient déjà présents dans Le courage de la nuance, etc., le livre précédent. Mais finalement, on voit bien que c'est dans le rapport à la nuance, c'est-à-dire que je ne veux pas du tout avoir l'air de trancher, avoir l'air d'asséner des vérités ou d'exclure des gens qui ne seraient pas convaincus de la même chose, etc. C'est juste une espèce de post-scriptum un peu ému au courage de la nuance, et j'essaie d'avancer en tâtonnant, de faire vraiment un essai au sens le plus littéral et le plus charnel du terme. Donc oui, pourquoi l'enfance et l'espérance pour moi riment absolument, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on va revenir pendant l'entretien, mais peut-être d'abord parce que c'est ma foi, j'y crois, je le sens, j'aurais du mal à argumenter parce que tout le livre est une argumentation, mais en réalité c'est presque quelque chose qui est une conviction à même la peau, et sur laquelle j'essaie d'enquêter, et peut-être d'ailleurs que les raisons que j'y trouve dans le livre sont un peu foireuses ou pas complètement convaincantes, mais j'essaie de rôder autour de cette espèce d'espérance, que l'espérance c'est l'enfance. Vous dites notamment que le bébé est capable de dynamiter nos préjugés. À quels préjugés vous faites référence ? Franchement, tous. C'est-à-dire que là, par exemple, on est en train d'argumenter, on discute, on fait une interview, on a un échange, une discussion, on pose des questions, vous posez des questions, vous allez peut-être aussi argumenter juste après, etc. Mais donc forcément, on prend un peu la pause. Vous voyez, il y a une caméra, je parle, je me dis, mais si ma mère entend ça, quel cauchemar, elle va avoir honte, etc. Mais en fait, on est dans le cadre d'une argumentation, donc forcément, oui, on prend un peu la pause. Là, on ne veut pas prendre le dessus, mais dans une discussion, souvent, on veut prendre le dessus, donc on prend la pause, on veut prendre le dessus. En fait, dès que vous êtes face à un bébé, par exemple, je parle des enfants, mais je parle aussi de la pointe avancée, quelque part, de l'enfance, qui est le bébé dans sa présence
incroyablement énigmatique et renversante, en fait, tous vos arguments s'écroulent. C'est ridicule de vouloir avoir raison face à un bébé, ou de vouloir prendre le dessus, ou de prendre la pause. Je raconte comment ma fille, qui est maintenant 1 an et demi, quand elle avait plutôt 7-8 mois, quand je l'avais dans les bras comme ça, et que je regardais mon téléphone, ou que je répondais au téléphone, que je faisais des trucs de boulot, je sais pas quoi, elle rentrait comme ça dans mon champ de vision avec sa petite tête comme ça, puis elle essayait d'accrocher mon regard, vraiment comme un guignol qui rentre dans le cadre comme ça, et puis tout d'un coup, quand elle avait bien ses yeux arrimés aux miens, elle se mettait à rigoler, et ce rire pour moi ça voulait dire mais connard, t'es en train de faire tes trucs de boulot, tu te crois important, pour qui tu te prends, tu te crois au centre. Et en fait, ce truc qu'on a tous appris quand on a fait de la philo en terminale, le divertissement, Pascal, la façon dont Pascal décrit notre agitation mondaine, le fait qu'on passe notre temps à cavaler pour surtout pas faire face à notre destin commun, qui est la mort, et notre misère fondamentale, etc. Le bébé, il nous fait ce cadeau incroyable que Pascal appelait le trouble de pensée. En fait, il vous renvoie complètement dans vos cordes, quels que soient vos discours. Moi, j'ai longtemps, et on y reviendra peut-être, pensé qu'il ne fallait pas faire des enfants dans un monde pourri comme le nôtre, etc. Et en fait, quelles que soient vos convictions, et notamment vos convictions à l'égard des enfants et des bébés, en fait, à l'instant même où l'enfant surgit, si vous acceptez son surgissement, après il y a 1000 manières de le refuser, de le réprimer, la vie, d'écraser un enfant, d'essayer d'avoir un rapport pervers ou violent à lui, ça il y a 1000 rapports, et je dis pas du tout que moi mon rapport est parfait aux enfants, mais en tout cas, si vous acceptez ce surgissement et cet événement, en réalité vous voyez tout de suite que vos convictions, quelles qu'elles soient, sont fragilisés, parce que vous êtes vous-même fragilisé. Et c'est pour ça que c'est la suite logique et émue du courage de la nuance, c'est qu'évidemment, c'est difficile de continuer à argumenter comme si on avait raison sur tout, et de rouler les mécaniques politiquement, intellectuellement et tout, quand on est face à un bébé et qu'on se laisse vaciller sous le regard d'un enfant. Ce que j'aime beaucoup dans votre approche, c'est que vous dites qu'il ne faut pas nécessairement avoir un enfant pour vivre cette expérience. Pourriez-vous nous en dire plus ? Oui, c'est d'ailleurs un problème, ce que je dis, c'est un des problèmes du livre, c'est que je veux dire ça, et en même temps on voit bien que le livre a l'air d'en faire une sorte de minauderie, ou d'acrobatie, ou de stratégie, mais non, en fait, c'est pour ça que je donne la parole à des gens, à des femmes, à des hommes qui ont été quelque part aussi soit des gens qui n'ont pas voulu d'enfants, soit des gens qui n'ont pas pu en avoir, soit des gens que moi j'appelle les pères et les mères sans enfants, c'est-à-dire en fait des gens j'en connais beaucoup en fait, qui auraient voulu avoir des enfants, mais qui finalement n'ont pas voulu, parce qu'ils se sont dit mais ça va être trop pour moi, je vais être submergé par tout cet amour, par toute cette responsabilité, etc. Ça existe, et il y a 1000 raisons de ne pas vouloir d'enfants, il y a d'autres raisons aussi de ne pas pouvoir en avoir. Et je prends des gens comme Roland Barthes, l'auteur des fameuses mythologies ou des fragments d'un discours amoureux. Je prends aussi quelqu'un comme Hannah Arendt, cette philosophe tout à fait centrale du XXe siècle. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu d'enfants et qui en même temps ont fait de l'enfant la figure emblématique de leur pensée, de leur philosophie. Pour Hannah Arendt, par exemple, l'enfant non seulement est au cœur de toute pensée, et même l'enfant, dit-elle, doit être la natalité, c'est son expression, doit être placé au cœur de toute pensée politique digne de ce nom. Et c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, qui n'a pas pu en avoir, qui a fui l'Allemagne, qui a fui le nazisme, qui a failli être arrêté, qui a été arrêté, mais qui a failli finir vraiment assassiné, etc. Et c'est beau parce que cette femme qui n'a pas pu avoir d'enfant, toute sa pensée, toute sa philosophie, au moment où elle rompt avec un milieu intellectuel qu'elle a trouvé complaisant à l'égard du nazisme, qu'elle a trouvé lâche, qui est un milieu intellectuel de philosophes obsédés par la mort, mais qui ne parle jamais de la naissance, de la vie, des bébés, etc. Au moment où elle fait tout ça, où elle tourne le dos à ce milieu intellectuel dont elle a vu à la fois les lâchetés et la sécheresse de cœur, elle met l'enfant, le nouveau-né, au cœur d'une pensée du nouveau monde. Donc effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir un enfant soi-même pour se laisser percuté, comme on dit maintenant, mais j'aime pas ce mot, mais il me vient quand même, percuté, bouleversé, renversé par un bébé. Ce que j'ai trouvé aussi fascinant quand j'ai lu votre livre, c'est qu'on se rend compte qu'au final, la philosophie occidentale s'est très peu intéressée aux enfants et aux bébés. Alors pourquoi on s'est si peu intéressé à ce sujet ?
Mais je ne sais pas, à nouveau. Oui, c'est ça la philosophie, c'est de dire je ne sais pas. Mais même si moi, dans mon cas, c'est pas que de la philosophie, c'est le réel. C'est le piteux réel. Non, mais c'est un peu le sujet. Genre, voilà, la première réponse facile, c'est de dire que la philosophie occidentale, elle est quand même dominée par des mâles eux-mêmes dominants, et que c'est une philosophie complètement structurée par des hommes qui sans doute se sont pas beaucoup occupés de leurs bébés quand ils en ont eu. Et c'est vrai que par exemple, je rigole un peu dans le livre en parlant d'Aristote et des passages où Aristote fait du bébé un être complètement végétatif, comme une plante et tout, et la façon dont il parle du bébé, de son sommeil, de sa en fait, il suffit de lire les lignes en question pour se dire, bon, il n'a pas dû souvent s'occuper d'un bébé qui dort, ou même veiller sur un bébé qui dort, ou encore a fortiori sur un bébé qui ne dort pas. Donc effectivement, c'est assez frappant, c'est-à-dire que pour des raisons sociologiques, philosophiques peut-être aussi, il y a un truc très curieux, c'est que il y a les deux pôles de notre finitude, la naissance et la mort, et autant la mort a obsédé la quasi-totalité des philosophes occidentaux, autant la naissance est quasi absente, et c'est presque un cliché de le dire, mais c'est vrai, quand on se plonge, moi j'ai fait un truc un peu bizarre d'ailleurs dans mon livre, parce que au début je voulais juste le dire comme ça, parce que c'est souvent dit comme ça, puis alors mon éditeur m'a dit, mais écoute, il faudrait le montrer un petit peu. Alors bon, moi je me suis dit, ouais d'accord, mais ça va faire un peu le mec qui retourne en prépa, qui fait son... Bon, et j'ai essayé de faire une sorte d'introduction à ce chapitre, où je prends effectivement, j'essaie de circuler comme ça à travers des siècles de philosophie, ce qui est un peu présomptueux, mais je prends quelques philosophes, et notamment ceux qui passent pour les quelques-uns qui se sont un peu préoccupés des enfants, donc Rousseau, ou Spinoza, etc. Et c'est vrai que c'est assez frappant de voir que même ceux-là font de l'enfant un être déficient qui se définit par tout ce qui lui manque, tout ce qu'il n'est pas. L'enfant, c'est ce dont il faut sortir. La seule question qui se pose, c'est l'enfance, comment en sortir, comment devenir un être humain accompli. Et donc, ça veut dire un être humain capable de parler, de promettre, de pardonner, de gouverner, de dialoguer, d'être un philosophe, etc. Et le bébé, l'enfant, en tant que moi, je le trouve absolument bouleversant, et en tant que je le trouve absolument philosophique, puisque si on prend la définition de Socrate, qui est que le philosophe est celui qui vient vous pousser dans vos retranchements, foutre en l'air toutes vos certitudes et vous obliger à avouer à dire je sais que je ne sais rien, alors là pour moi le bébé est le plus renversant des philosophes. Et paradoxalement, bizarrement, non, le bébé est quasiment absent de la philosophie occidentale, et je pense qu'il y a un champ entier à baliser. Je vous invite à le faire. Au boulot. Alors, il y a une philosophe, vous l'avez dit, qui vous touche particulièrement, c'est Hannah Arendt. Vous citez dans votre livre « Chaque naissance est un miracle qui sauve le monde ». Qu'est-ce qui vous fascine tant chez cette personne ? Peut-être, vous savez, il y a une formule chez elle que je trouve absolument magnifique, qui même à pleurer en fait, quand elle parle, c'est un livre qui s'appelle La tradition cachée, qui est un recueil de textes, et dedans il y a un article qui s'appelle Nous autres réfugiés. Donc elle parle des réfugiés qui étaient comme elle, qui avaient fui l'Allemagne pour se retrouver en France dans des conditions extrêmement précaires dans les années 30, après avoir fui le nazisme donc. Et à un moment donné, elle parle des gens qui se suicident, qui sont tous tentés par le suicide, qui sont dans la grande précarité, qui ont peur de l'avenir, qui sont très très mal, qui ont tout laissé, qui ont peur d'être rattrapés par tout ça. Et elle a cette formule, elle dit que ce qui les reliait les uns les autres, c'était un optimisme forcené, voisin du désespoir. Voilà, un optimisme forcené, voisin du désespoir. Je trouve cette formule absolument géniale. Et en fait, ça résume un peu tout, c'est-à-dire que ce qui me plaît énormément chez Hannah Arendt, c'est que c'est son amour des enfants, son amour, sa philosophie des bébés, sa foi absolue qu'on ne peut pas penser un nouveau monde sans penser le nouveau-né, que les bébés sont garants du nouveau monde, que les bébés sont garants de l'avenir, que chaque bébé, quand il naît, c'est comme s'il n'y avait eu personne avant sur Terre, qu'à chaque fois, il introduit absolument du neuf dans le monde, etc. Cette pensée-là, elle est complètement adossée à ce désespoir et à ce voisinage, dont elle parle dans l'expression que je citais. C'est-à-dire que c'est très beau, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a tous ces jeunes qui, pour 1000 raisons tout à fait justifiées, comme d'autres dans le passé, s'interrogent et se disent « mais est-ce que je vais avoir des mômes dans ce monde tellement horrible qui est apparemment au bord de la catastrophe climatique, économique, guerrière, etc. » Et justement, ce qu'elle incarne sublimement, Arendt, c'est que
Notamment, il y a plein d'autres choses, mais notamment, c'est que justement, c'est quand on est absolument pris dans la catastrophe à venir, quand on est vraiment propulsé dedans et qu'on est soi-même totalement menacé, bah que l'urgence de penser le bébé et aussi de le mettre au cœur du monde et d'en faire le garant d'un nouveau monde et s'impose d'autant plus. À un moment donné, elle parle à nouveau, quand dans son texte sur les réfugiés, elle dit, je la cite de mémoire, pardon, j'ai pas le texte sous les yeux, mais elle dit nous avons été témoins de violences et d'horreurs pires que, je ne sais plus, elle a une expression comme ça, et elle dit sans avoir pu trouver d'idéal plus élevé que la vie. Voilà, sans avoir pu trouver un idéal plus élevé que la vie. C'est-à-dire que vraiment, en plein cœur de la catastrophe, du nazisme installé en Allemagne, de la guerre qui monte en Europe, etc., et de la Seconde Guerre, de la Seconde Guerre mondiale qui s'installe, de la barbarie qui prolifère, voilà, elle n'a pas d'idéal plus élevé que la vie, et ayant cet idéal élevé qu'est la vie, eh bien, elle place l'enfant, le bébé, la natalité au cœur de sa pensée politique, qui est tout sauf une pensée abstraite. Et qu'est-ce que vous répondez à vos critiques qui peuvent dire que c'est un discours cucu ou mièvre de valoriser autant les enfants ? Je leur dirais qu'ils ont raison. je leur dirais qu'ils ont raison, mais si vous voulez, moi, en fait, tout le but du livre est justement de jouer là-dessus. Si vous voulez, le précédent, je joue sur des petits paradoxes comme ça. Le précédent, je disais, bon voilà, la nuance, on dit toujours que c'est un truc de doux rêveur, de tocard, impuissant, faible, coupé du réel, nanana. Bon non, en fait, je vais essayer de vous montrer que la nuance, en tant que ça veut dire on voit le monde non pas en noir et blanc, mais dans toutes ses nuances, dans toutes ses couleurs, et on essaie de voir les choses telles qu'elles sont, avec une forme de frontalité, etc. C'est courageux. Et donc, refuser de voir le monde en noir et blanc, c'est se foutre à dos les fanatiques de toutes les couleurs. Et donc, c'est très courageux. De la même manière, là, j'essaie de montrer que tous ceux qui prennent un discours sur l'enfance ou une attention à l'enfance, etc., pour quelque chose qui relèverait de la cucuterie ou de la légèreté, c'est eux qui sont totalement légers et à côté de la plaque. Et j'essaie de le montrer très concrètement en prenant des gens qui sont tous sauf de doux rêveurs, si vous voulez. Quand on prend les auteurs que je cite, ne serait-ce qu'Hannah Arendt, bien sûr que vous voyez que c'est très sérieux. C'est-à-dire que ce qui passe pour archi-cucu est très sérieux. Et j'essaye, et pour moi c'est très important, c'est-à-dire que essayer d'upgrader ou de relégitimer des choses qui ont souvent été par les intellectuels, etc., un peu minimisées. Et c'est vrai que je disais que le courage de la nuance, quand on m'a demandé un jour... dans une émission, on m'a dit mais qu'est-ce que c'est finalement ce livre ? J'ai dit c'est une sorte de câlin mélancolique que je veux faire à toutes celles et à tous ceux qui étouffent dans ce bordel, cette violence, les réseaux sociaux, la mauvaise foi qui prolifère, les clashs partout, la haine, etc. Et là, autant le courage de la nuance était une sorte de câlin mélancolique, là c'est une sorte de... Ce nouveau livre, c'est une sorte de pot à pot pour montrer que le pot à pot est politique, vous savez. Le pot à pot, au moment où on vous met le bébé juste après sa naissance, vous avez connu ça il n'y a pas longtemps, quand on vous met ce bébé contre votre peau, en fait, dans ce pot à pot, effectivement, c'est très très politique. Et donc là, je l'affirme, mais dans le livre, j'essaie de le montrer, que tout ce qui vous renverse, tout ce qui remet en question, tout ce qui vous rend moins con, dans cette espèce de face-à-face et de contact vertigineux avec un être qui d'emblée donc vous propulse dans un territoire absolument sans certitude, sans repère, etc., eh bien ça vous met sur le chemin qui est un chemin de courage que j'appelle la nuance. Quand on vous écoute, on ressent l'émotion que vous avez vécue en devenant père. Combien est-ce que vous avez d'enfants ? Eh bien j'en ai trois maintenant, et j'ai un grand-fils Nathan qui a 14 ans, j'ai un fils plus jeune, Adam, qui vient d'avoir 10 ans, et maintenant j'ai une fille qui s'appelle Esther et qui a 1 an et demi. Et voilà. Et je dois dire que c'est ce que j'essayais d'expliquer à l'instant, c'est-à-dire que chaque enfant qui naît vous remet un peu plus en question, et moi je me sens, c'est marrant, c'est-à-dire que je me sens à la fois beaucoup plus fragile en tant que père, etc., et en même temps beaucoup plus fort, c'est-à-dire que je me sens fort avec eux. Je le dis ça, je sais plus si je le dis dans le livre ou pas d'ailleurs, mais curieusement, moi, quand si je fais du vélo ou du ski ou des je sais pas quoi qui peut paraître comme vaguement, voilà, il faut faire un peu gaffe et tout ça. En fait, si je suis tout seul, je suis là à veiller sur mon petit capital santé comme un con, etc. Et en fait, quand je suis avec mes enfants, enfin, en tout cas, pas ma fille qui a 1 an, c'est un peu tôt, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils me protègent complètement parce que me sentir responsable d'eux me porte complètement. D'ailleurs, au départ, le titre de ce livre, c'était Cet enfant qui nous porte ou Cet enfant qui me porte. On a hésité, etc. Et en fait, voilà, j'ai 3 enfants et je dois dire que
chaque enfant qui naît, d'abord il y a ces liens absolument hallucinants entre eux, et puis surtout il y a ce truc qui est tellement l'inverse de ce qui se dit souvent, c'est-à-dire qu'en fait devenir père ou mère, c'est rentrer dans une forme de normalité. Évidemment que la masse des gens ont des enfants et que c'est pas du tout c'est pas incroyablement original et tout ça. Mais justement, le vivre, ce qui est original, c'est le fait de le vivre en fait, et pour chacun et chacune. Et donc en fait, moi aussi longtemps j'ai eu ce discours parce que je le raconte dans le livre. J'ai fait de la politique, j'ai milité très très à gauche, etc. Donc pour moi aussi avoir un enfant, c'était un truc de bourgeois, conformiste, et ça se dit encore beaucoup maintenant. C'est devenir l'esclave du système patriarcal, capitaliste, d'oppression, etc. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on a un enfant, on voit que c'est tout sauf un conformisme. C'est-à-dire qu'en fait, dès que l'enfant naît, on est exposé à l'événement permanent, on est exposé à l'imprévisible continu. Et en fait, ne pas avoir d'enfant ou ne pas se confronter à l'enfant, que ce soit le sien ou celui des autres, c'est en fait se protéger de la surprise et de l'événement. C'est tout l'inverse d'un anticonformisme. Parce que l'enfant vous fait immédiatement, tout de suite, il vous dit « Mais non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois, ça sera pas comme tu penses. » Et tout de suite, il est exactement, d'abord, dès qu'il surgit, dès qu'il naît, c'est incroyable à quel point il est pas du tout ce que vous pensiez, il a pas du tout la tête que vous attendiez. Et puis d'emblée, on croit toujours, les parents, ils veulent se prolonger, ils veulent un prolongement d'eux-mêmes, ils veulent un autre petit soi, alors qu'en fait, c'est absolument un tout autre qui naît tout de suite. Et de la même manière, quand on dit les parents veulent se prolonger, veulent se perpétuer, ça les rassure, ils ont peur de la mort, mais c'est tout l'inverse. Parce qu'en fait, quand vous avez un enfant, immédiatement, il vous zappe. Vous êtes immédiatement renvoyé à votre précarité, à votre fragilité. Déjà, vous êtes renvoyé, pas à la mort, mais à une forme d'incroyable vulnérabilité. Et dans mon livre, je raconte comment mon grand-fils, Nathan, quand il avait, je sais pas, 1 an et quelques, alors ça faisait des semaines que sa mère et moi, on attendait qu'il marche enfin. Je sais plus quel âge il avait. Et on est arrivé chez ma grand-mère, qui était donc son arrière-grand-mère, qui elle-même quittait l'Allemagne au milieu des années 30 et tout, qui était une Allemande très stricte par pas mal d'aspects. Alors qu'on attendait qu'il marche depuis des semaines, il a suffi que ma grand-mère lui dise « Viens Nathan, viens » et tout. Il s'est levé, paf, et il est allé vers elle. Et en fait, voilà, c'était entre elle et lui, c'était notre aïeul et notre enfant. Et puis nous, on était escamotés quelque part. C'est-à-dire dès qu'on a un enfant, on est dans la dette à l'égard des aînés, dans la gratitude à l'égard de ceux qui viennent, de ceux qu'on vient de mettre au monde. Et puis soi-même, on aura joué ce rôle-là déjà, ce qui est pas mal. Mais en tout cas, on est déjà presque, pas éliminé, mais remis à notre place. Et donc, c'est tout sauf une espèce de triomphe arrogant où on va survivre, on va se perpétuer et on va dominer. En fait, non. On est quasiment déjà renvoyé dans les poubelles de l'histoire. Et en plus, on donne naissance immédiatement à un tout autre qui va nous remettre à notre place. Ouais. Et je suis curieuse, vous avez un peu les 3 âges en termes de père de famille, puisque vous avez un bébé, un jeune enfant de 10 ans et maintenant un garçon qui est adolescent. Comment est-ce que vous traversez ces 3 différents âges de l'enfance et de la jeunesse ? Je sais pas, je pense maladroitement. Je pense vraiment, parce que tout ça reste très théorique, et autant tout ce que je raconte dans le livre, d'abord il y a plein de petites scénettes, il y a des choses théoriques comme vous avez vu, mais il y a aussi plein de petites scénettes, parce que à la limite il pourrait n'y avoir que ces petites scénettes, mais il faut bien aussi développer des choses, des idées, puis montrer que les gens ont pensé aussi à partir de leur corps, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent, de ce qui les a comme ça propulsés. Mais en fait, je ne sais pas du tout si je fais les choses bien, pour l'une comme pour les autres, pas du tout. Donc, ce qui est beau, c'est que cette petite fille, elle est accueillie, vous voyez, aussi par des aînés, et c'est fou parce qu'elle est très très attentive, elle est dans un bain comme ça d'ironie, de tendresse et tout. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça donnera. Peut-être, on verra ce que ça donne. Mais je dois dire que en fait, c'est marrant, ça faisait quand même quelques années que j'avais pas changé de couche, etc. Moi, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Mais par contre, il n'y a aucune assurance dans aucun domaine qui s'installe. Jamais, vraiment jamais. C'est-à-dire que vraiment, on pourrait penser qu'un vieux papa comme moi maintenant, qui a une petite fille d'1 an qui arrive, etc., qui vient d'arriver, j'aurais une sorte de maturité, mais pas du tout. Il y a une sorte de... Voilà, c'est toujours cette espèce de précarité féconde et d'émerveillement vulnérable.
Si on revient à votre livre, il y a des moments que j'aime beaucoup, notamment où vous partagez votre expérience vécue chez France 5 pour C'est ce soir. Vous alliez à la rencontre de grandes personnalités françaises. Et ce qui est drôle, c'est que régulièrement, lorsqu'ils ne s'y attendaient pas, vous alliez poser des questions sur la parentalité et les enfants à ces grandes personnalités, et notamment vous racontez votre rencontre avec Booba. Alors pourquoi vous intéressiez à leur rapport avec l'enfance ? Parce que je vous plagiais. J'ai essayé piteusement de vous plagier. Non, parce que moi, en fait, c'est le sujet d'enquête de ce livre qui est que pourquoi cette obsession depuis toujours. Moi, quand j'avais 13 ans, 14 ans déjà, j'étais complètement obsédé par cette question des enfants, des bébés. Même si je pouvais dire qu'il fallait pas faire d'enfants dans ce monde-là, qui est pourri et tout ça. Donc j'étais quelque part un peu un no kids, comme on dit. Mais j'étais complètement de naissance, quelque part, convaincu que l'enfance était quelque chose qui ouvrait des portes et qui suscitait soit le malaise, soit l'élucidation, soit des lumières, soit que ça foutait le bordel et que ça permettait de déverrouiller des choses et que notre rapport aux enfants disait quelque chose de nous très profondément. Et donc, c'est un peu le sujet du bouquin. Et c'est vrai que c'est un tic, un toc, une astuce que j'ai depuis très longtemps, aussi bien avec des amis et ensuite j'en ai fait une sorte de technique pseudo-journalistique, je sais pas comment dire. Et effectivement, depuis très longtemps, à chaque fois, puisque c'est mon sujet, je disais, l'enfant vous fait vaciller, dynamite vos certitudes, vous l'avez rappelé à cette formule, etc. Donc, de la même manière, le langage de l'enfance vient éparpiller la langue de bois, vous voyez, vient foutre en l'air les slogans, les clichés, etc., les éléments de langage, comme on dit de façon épouvantable maintenant en politique. Et donc, moi, depuis toujours, que ce soit avec des amis ou avec des personnes que j'ai interviewées comme journaliste, à chaque fois que j'ai senti que quelqu'un s'installait dans sa petite rengaine, bien huilée, etc., parce que quand on fait un livre ou quand vous avez un artiste ou un intellectuel qui vient vous interviewer, évidemment chacune, ils ont tous leur truc, ils peuvent toujours être sur leur rail, ils ont déjà fait plein de trucs, ils ont leur... Et en fait, quand je sens que quelqu'un est vraiment complètement sur ses rails, qu'il est en train de répéter pour la millième fois le même argument, la même anecdote, etc., effectivement, souvent, et d'ailleurs j'en ai un peu honte parce qu'il y a une forme de violence parfois à faire ça, mais souvent j'ai dit et alors les enfants, votre rapport aux enfants, c'est pas est-ce que vous avez des enfants, c'est pas ça, c'est et les enfants, le rapport. Et alors ça suscite des trucs très différents. Alors effectivement je l'avais fait avec Booba parce que j'avais fait mon faillot, j'avais réécouté tous les morceaux de Booba que je connaissais bien, etc. Et j'avais fait un prélèvement comme ça du lexique de tous les endroits où il parle du landau, l'an 2 j'attends ça depuis le landau, voilà, oui, l'an 2 j'attends ça, je m'en souviens de ça, des trucs comme ça. Et donc je l'ai interrogé là-dessus. Et quand j'ai senti qu'il était vraiment installé dans un truc très comme ça, sur son machin, sur le rap, la bagarre, nanana, il est le meilleur, il va continuer à régner jusqu'à la fin des temps, etc. Je lui ai dit, bon, et alors, en tant que père, machin, et alors la garde des enfants, c'est comment ? Enfin, des trucs très, très cons, très, très banals. Oui, mais très prosaïques aussi. Mais simplement, en lui faisant parler de tout ça, quelque chose s'est débloqué et tout d'un coup, ça jette une lumière autre sur tout ce qu'il dit et sur toute sa vie. Et dans le livre, je raconte que je donne plusieurs anecdotes comme ça, notamment avec l'historien Pierre Nora, avec Édouard Louis, l'écrivain, etc. Pour montrer et pour dire que, bon, quelque part, je le dis, je suis pas toujours fier parce que parfois ça apparaît vraiment comme une violence. Et je me souviens très bien d'un écrivain à qui j'avais posé la question et qui m'avait regardé, et qui m'avait dit votre regard me fait peur, comme ça. Ouais. il avait trouvé cette question épouvantablement intrusive et violente, et je peux tout à fait comprendre. Ouais. Après, on n'est pas obligé de répondre, puis on peut me dire votre regard me fait peur, puis ça s'arrête. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, j'ai remarqué que cette question-là, comme l'enfant lui-même, avait la capacité à déverrouiller les choses et à créer la surprise, voilà, à créer la surprise ou à créer un silence, à créer un truc qu'on voit souvent, qu'on voit peu à la télé, justement, un silence, des choses comme ça que je raconte. Et puis à amener les gens, les uns les autres, à parler d'autres choses. Et finalement, c'est ce que j'essaie de faire pour moi dans ce livre, même si je maîtrise vaguement le truc ou je fais semblant de le maîtriser, puisque j'essaye aussi d'avoir une autre écriture, de me dire, tiens, de me dire à moi-même, vois ce que ça te fait à toi aussi de parler d'enfants, et regarde si ça te fait avoir d'autres idées, d'autres positions, un autre ton, voilà. Vous avez mentionné tout à l'heure le mouvement No Kids. Alors je suis curieuse, et vous me dites si cette question est trop personnelle, mais comment est-ce que vous êtes passé d'un état d'esprit de « je n'aurai pas d'enfant » à « je suis maintenant un père extrêmement épanoui » ?
Bon, ça c'est vous qui le dites. Hein. J'ai pas dit Qui ça, a j'en sais l'air, qui a strictement l'air. rien. Non, je fais semblant, mais non, je fais ce que je peux en tout cas. Mais comment on est passé ? C'est aussi un peu le sujet du livre. Hein. Effectivement, moi j'ai été élevé dans une famille, en tout cas, notamment par une mère très 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 à gauche et très très effrayée par le monde tel qu'il est, et très convaincue que ça vaut pas tellement la peine d'y vivre ou d'y survivre ou d'y mettre des enfants, tant il est injuste et guerrier, et tant l'exploitation, tant la violence sont souveraines, etc. Et en même temps, en même temps, assez tôt en fait, je raconte que j'ai fait, quand j'avais 17 ans, j'ai milité un peu dans une organisation politique, justement, sans doute pour faire plaisir un peu à ma mère en partie, d'extrême gauche, révolutionnaire. Et je peux pas jouer aux anciens combattants, c'est pas très glorieux, c'est les années 90, et c'est pas une grande période et tout ça, et c'est pas très longtemps, enfin je peux pas du tout me la jouer avec ça. Mais disons que c'était une organisation qui avait, que beaucoup de gens ont décrit comme une secte, mais en tout cas c'est une organisation qui avait un rapport très fort au livre, un rapport assez fort comme ça à la discipline en fait, hein, il y a une discipline très forte, et puis qui interdisait à ses militantes et à ses militants, qui continuent d'ailleurs à le faire, qui leur interdisait et qui leur interdit toujours d'avoir des enfants. Et donc j'essaie de montrer à partir de cette expérience que, en fait, moi très vite ça m'a gêné, il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont gêné, mais ce truc-là était rédhibitoire. Physiquement, je sentais qu'il y avait quelque chose de problématique à vouloir tendre la main aux générations à venir, à vouloir créer un meilleur monde, à vouloir émanciper les générations futures, en interdisant de donner la vie et d'être dans la génération au sens propre du terme. Je ne voyais pas comment c'était possible. Et je cite Rosa Luxembourg, qui est une autrice qui était centrale comme référence qui est toujours centrale comme référence pour ce groupe politique. Et je montre que Rosa Luxembourg elle-même, quand une grande révolutionnaire assez brutale, etc., elle envisageait absolument pas qu'on puisse vouloir changer le monde sans essayer de donner la vie, sans avoir un rapport en moins à se donner la vie aux enfants qui naissent, aux enfants qui changent le monde par leur simple existence, comme le dit Arendt de façon magnifique. Et donc j'ai eu cette expérience, et puis ensuite j'ai quitté ce groupe largement sur cette question-là, pas que, mais aussi sur cette question-là. Ça me semblait impossible en fait, ça me semblait faire symptôme d'un malaise, d'un mal-être, et puis de quelque chose d'un peu pervers en fait, hein. Et en fait, dans le livre, j'arrive à cette enquête et à cette conclusion qui peut-être est complètement à côté de la plaque, peut-être une pure reconstruction. Mais en tout cas, je reviens à mon histoire familiale, au fait que ma grand-mère, qui était donc une réfugiée d'Allemagne dans les années 30, comme Hannah Arendt, qui avait pas mal de points communs à sa manière, les seules fois où elle parlait de la Shoah, etc., c'est les moments où elle parlait de la manière dont elle avait héroïquement caché ses enfants, c'est-à-dire mon père et ma tante pendant la guerre dans un village des Pyrénées, voilà. Et donc finalement, je suis né je porte sur ma peau physiquement l'évidence, même pas la conviction, mais l'évidence que toute vie, finalement, est une survie dont l'enfant est le garant. Voilà. Moi, j'ai l'impression, à chaque fois que je dis les choses dans une réunion, que je dis un truc que personne d'autre veut dire, ça m'arrive une fois tous les 15 ans, ou à chaque fois que je fais preuve d'un petit peu de courage, d'un peu de lucidité, d'un peu de courage, à chaque fois que je dis ce qu'il faut dire, ou j'ai l'impression de dire ce qu'il faut dire, ou de voir ce qu'il y a à voir, ou de nommer les choses, etc., de faire face, de faire front, de me tenir bien, à chaque fois, j'ai l'impression que je le dois à mes enfants. Je le dois à mes enfants parce que c'est une sorte de dette et qu'il faut se tenir bien. Et alors après, on n'est pas obligé, et puis il y a plein de gens qui ont des enfants qui ne se tiennent pas bien, et peut-être moi d'ailleurs aussi. Mais en tout cas, voilà, tout le livre est finalement une espèce d'enquête sur cette obsession qui a été la mienne depuis toujours, et que j'enracine dans une histoire familiale et dans l'évidence que pour moi, oui, la vie est une survie dont l'enfant se porte garant. Merci infiniment Jean. J'ai une dernière question rituelle. Comme vous le savez, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Je leur souhaiterais de créer un monde dont ils se disent enfin qu'il vaut la peine de mettre des enfants au monde. Puisqu'il y a toute une génération aujourd'hui qui se dit oh là là, mais est-ce que vraiment j'ai envie de mettre un enfant dans ce monde au bord de l'apocalypse climatique ou guerrière, etc. Je leur souhaiterais d'être les enfants qu'on se souhaite nous aujourd'hui, c'est-à-dire des enfants qui auront effectivement introduit assez de neuf dans ce monde-là, dans ce vieux monde, pour qu'il soit rénové et qu'ils puissent eux-mêmes y faire des enfants sans se dire
que c'est malgré tout. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.